En janvier 1933, dans la province d'Oran encore écrasée par la chaleur d'un hiver sans pluie, un incendie dévora la résidence coloniale du domaine de Montfaucon, propriété d'une famille française installée en Algérie depuis 3 générations. Les journaux locaux parlèrent d'un accident domestique, d'une lampe à pétrole renversée par le vent du soir. Mais parmi les cendres, la gendarmerie découvrit 3 corps carbonisés dans la cave, enchaînés à des anneaux scellés dans la pierre. Les registres de propriété et les documents d'état civil du domaine disparurent dans les flammes, tout comme la correspondance du patriarche, le docteur Auguste de Montfaucon, un biologiste réputé à Alger pour ses théories sur l'hérédité et la dégénérescence raciale. Pendant des décennies, la population du village voisin chuchota à propos de ces 2 filles, Hélène et Juliette, des jumelles nées d'une union ambiguë avec une femme indigène que le docteur n'avait jamais épousée, mais qu'il avait gardée à son service jusqu'à sa mort mystérieuse. Ce que vous allez lire provient d'un dossier de police reconstitué en 1968, de lettres retrouvées à Paris dans les archives d'un ethnologue et d'un carnet d'un certain Malik Ben Saïd, un homme dont le nom fut effacé de tous les registres coloniaux après 1934. L'histoire commence non pas avec l'incendie, mais avec l'arrivée d'un train à vapeur un matin d'avril 1932, transportant un homme que personne n'attendait. Le domaine de Montfaucon dominait la vallée de Tlemcen comme une forteresse blanche, entourée d'oliveraies et de vignobles arrachés à la terre rouge par des ouvriers arabes sous contrat. Auguste, ancien médecin de l'armée coloniale, y avait bâti un laboratoire privé où il poursuivait ses recherches sur ce qu'il appelait l'amélioration du type méditerranéen. Ses voisins le considéraient comme un savant excentrique, patriote et visionnaire. Ses domestiques le craignaient comme un homme capable de mesurer le crâne d'un enfant avec la même froideur qu'un agronome jaugeant un mulet. Il ne s'était jamais marié. On disait qu'il avait acheté, en 1901, une jeune fille kabyle d'une rare beauté lors d'une transaction déguisée en contrat de travail. Elle s'appelait Zora. De cette union forcée naquirent 2 jumelles, blondes comme le père, aux yeux d'un vert presque doré. Auguste les éleva comme des demoiselles françaises, mais ne les reconnut jamais officiellement. Sur le papier, elles restaient domestiques nées sur le domaine. Hélène et Juliette grandirent dans un isolement absolu, parlant mieux le lapin que l'arabe, récitant Racine le matin et lisant Lamarck le soir sous la surveillance du précepteur que leur père faisait venir d'Alger. Elles ne voyaient presque jamais d'autres jeunes filles. Leur mère mourut en 1920 d'une fièvre du sang, selon le rapport médical, bien que les femmes du village affirmaient qu'elle avait été battue à mort après avoir tenté de fuir. Depuis ce jour, Auguste verrouilla les chambres des jumelles chaque nuit et fit installer des barreaux aux fenêtres du premier étage. À ses yeux, elles étaient à la fois sa création et son expérience la plus précieuse, des êtres hybrides, ni tout à fait européennes, ni tout à fait indigènes, sur lesquels il testait ses idées sur la pureté et la dégénérescence raciale. Chaque semaine, il notait leur poids, leurs humeurs, leurs rêves, leurs cycles, leurs lectures. Il leur disait qu'elles étaient l'avenir de la France coloniale, la preuve que le sang pouvait être discipliné par la science. En 1931, à 60 ans, il reçut une lettre d'un ami à Paris lui proposant de publier ses travaux. Il refusa. « Le monde n'est pas prêt », écrivit-il. Cette même année, il engagea un nouvel intendant, Malik Ben Saïd, ancien instituteur indigène formé à l'école normale de Bouzarea, renvoyé pour avoir critiqué la ségrégation scolaire. Malik, instruit, discret, parlait un français châtié qui séduisit immédiatement le docteur. Il devait superviser les ouvriers, tenir les comptes et inventorier les échantillons biologiques du laboratoire. Le soir, quand la chaleur tombait, il entendait du piano venu du grand salon. Les jumelles jouaient Debussy à 4 mains. Il ne les vit de près qu'une semaine plus tard dans la bibliothèque, lorsque Hélène fit tomber un livre qu'il ramassa avant elle. « Merci, monsieur, dit-elle. » Et ce simple mot bouleversa l'ordre silencieux du domaine. Auguste remarqua l'échange. Cette nuit-là, il nota dans son journal « Le sujet H est réceptif à l'attention masculine, risque d'altération de la discipline. » Les semaines suivantes, Malik sentit qu'on l'observait. Les repas se prenaient désormais en silence. Le docteur exigeait qu'il rende compte de chaque déplacement, chaque achat. Mais il restait, non pas sous soumission, parce qu'il avait découvert au fond du laboratoire des carnets remplis de mesures anatomiques, de photos de femmes nues annotées et d'enfants classés par degré de pigmentation.
Il comprit qu'il se trouvait au cœur d'une folie se faisant passer pour la science, et il décida d'écrire. Ses notes commencent ainsi. Ils ont tous des chaînes invisibles, les unes dorées, les autres de fer. Au début de l'été, Hélène tomba malade. Fièvre, migraine, nausées. Le docteur diagnostiqua un déséquilibre nerveux et prescrivit des bains froids. Juliette veillait sur elle jour et nuit. Malik remarqua des ecchymoses sur les bras de la jeune femme et un regard de terreur chaque fois qu'elle entendait les pas de son père. En août, Hélène confia à Malik une phrase qu'il nota mot pour mot. « Il veut que je porte son œuvre. » Il ne comprit pas tout de suite. Ce fut Juliette qui lui révéla la vérité. Leur père expérimentait sur leur corps, injectant des sérums, prélevant du sang, prétendant étudier la résistance du métissage. Le soir, Malik tenta de prévenir le prêtre du village, mais celui-ci, craignant de perdre ses subsides, refusa d'intervenir. Le 10 septembre 1932, le docteur reçut un télégramme. La revue Anthropologie coloniale acceptait de publier un article signé de ses initiales. Ce soir-là, selon Malik, il buvait du vin pour la première fois depuis 20 ans et déclara devant ses filles « Vous serez mon immortalité ». 3 jours plus tard, il fut retrouvé mort à son bureau, la tête penchée sur un microscope, un gobelet vide à côté. Le médecin de rang conclut à une crise cardiaque. Les jumelles organisèrent des funérailles sobres et, contre toute attente, annoncèrent qu'elles resteraient au domaine pour continuer les recherches en hommage à leur père. Les colons voisins en furent flattés, 2 jeunes femmes de bonne éducation prenant en main une propriété modèle, symbole parfait du succès français en Afrique. Mais Malik savait que quelque chose avait changé dans leur regard. Un mélange de relâchement et de décision froide. Le soir de l'enterrement, il les vit brûler une liasse de papier derrière la serre, les flammes se reflétant sur leurs visages identiques. Il voulut partir. Juliette lui demanda de rester. « Nous aurons besoin de toi. » 2 semaines plus tard, elles réorganisèrent la maison. Le laboratoire devint une bibliothèque. Le personnel indigène reçut de meilleures rations. Et pour la première fois depuis des années, la grande porte ne fut plus fermée à clé. Hélène prit charge des comptes. Juliette la gestion du vignoble. Malik, lui, resta à la direction technique. Les journaux louaient en l'esprit moderne des demoiselles de Montfaucon. Mais derrière les volets clos du salon, un plan prenait forme. Il fallait protéger l'héritage, éviter que Paris n'envoie un tuteur ou un héritier masculin pour sauver les orphelines. Le testament du docteur stipulait qu'elle pouvait conserver le domaine qu'à condition de se marier à des citoyens français d'origine européenne avant la fin de 1934. Sinon, les biens seraient transférés à l'Institut d'anthropologie. Juliette lut la clause à voix haute. 2 mariages, 2 lignées, 2 garanties de pureté. Elle éclata de rire. Hélène, elle, resta muette. C'est elle qui, la première, parla à Malik d'un projet insensé, épouser des maris de façade, tout engendrant secrètement une descendance choisie par elle-même. Nous prouverons qu'il avait tort, que le sang ne se commande pas. Malik refusa d'abord de comprendre, puis il comprit trop bien. C'est là que son journal s'interrompt pour 10 jours. Lorsqu'il reprend, les mots changent, plus froids, plus précis. Il écrit « Elles ne veulent pas seulement survivre, elles veulent se venger par la chair. » Le 2 novembre 1932, un notaire de rang monta la piste de Montfaucon pour inventorier les biens du défunt. Il repartit le lendemain, charmé par la politesse des sœurs et convaincu que tout suivait son cours. Personne, pas même lui, ne remarqua que les registres médicaux du docteur avaient disparu, ni que dans la cave, derrière la porte du laboratoire, 3 anneaux de fer restaient scellés dans le mur, encore tièdes, comme si quelqu'un y avait récemment respiré. La nuit suivante, Malik nota « Elles m'ont demandé un service que je ne peux ni refuser ni accepter. » Ce service, nul ne sut jamais en quoi il consistait exactement. Mais à partir de ce jour, les ouvriers jurèrent entendre, à la tombée du crépuscule, des voix de femmes et des pleurs d'enfants venant de la Maison Blanche. Et c'est là que commence véritablement l'histoire des sœurs de Montfaucon. Lorsque le vent d'hiver se leva sur la plaine de Tlemcen, les ouvriers du domaine virent pour la première fois depuis la mort du docteur des lumières tardives dans la bibliothèque. Les sœurs y travaillaient chaque nuit, alignant des cahiers, classant des fioles, lisant à voix basse des passages de Darwin et de Bergson comme des prières inversées. Malik, relégué au bureau d'intendance, observait leurs silhouettes à travers les vitres opaques. 2 ombres jumelles, penchées sur la même table, parfois immobiles pendant de longues minutes, comme si elles attendaient un signal venu d'ailleurs. Il avait promis de rester jusqu'à la fin de la saison des vendanges, mais quelque chose dans la maison le retenait. Peut-être la curiosité, peut-être la peur de ce qu'il découvrirait s'il partait trop tôt.
En décembre 1932, Hélène annonça qu'elle allait se fiancer avec un négociant en vin d'Oran, M. Lucien Durand, veuve depuis peu et notoirement endetté. Juliette prétendit vouloir épouser un capitaine de gendarmerie à la retraite, Paul Roche. 2 hommes français, 2 signatures respectables, les conditions du testament seraient satisfaites. Mais Malik sut aussitôt que ces mariages n'étaient qu'un décor. Les sœurs avaient choisi leurs prétendants avec un calcul méthodique. Des hommes vulnérables, manipulables, assez désespérés pour accepter toutes leurs exigences. Le soir même, Juliette lui confia à voix basse « Il croira m'en posséder, mais c'est moi qui déciderai de ce qui naîtra. » À ces mots, Malik sentit le seul se dérober. Ce qu'elle projetait dépassait toute morale connue. Engendrer des enfants dont la paternité serait dissimulée, créer une lignée clandestine mêlant le sang indigène au sang français, mais choisie, dirigée, pensée comme une revanche contre leur père et contre le système qui l'avait nourri. Elles avaient lu ses carnets, les dosages d'hormones, les schémas de croisement, les annotations sur la pureté. Elles voulaient renverser cette logique en silence, sous les mêmes toits où elle avait été conçue. Durant les mois suivants, Malik fut mêlé à leur préparation malgré lui. On lui demanda de rédiger des contrats, de signer des lettres sous de faux noms, d'acheter à Oran des produits pharmaceutiques qu'aucune ordonnance ne justifiait. Il comprit qu'elles accumulaient de la quinine, du chloroforme, du mercure et même des instruments obstétricaux. « Pour se protéger », disait Hélène. En janvier 1933, la rumeur des fiançailles se répandit dans la colonie. Les notables félicitèrent les demoiselles, le préfet envoya un bouquet et l'évêque écrivit une lettre de bénédiction. Derrière les rideaux tirés, la vérité prenait forme. Les sœurs s'entraînaient à jouer la comédie de l'amour devant le monde. Malik nota dans son journal « Elles apprennent le mensonge comme on apprend le piano ». Plus les jours passaient, plus il se sentait complice d'un drame qu'il ne pouvait plus arrêter. En février, Hélène va le trouver dans la serre, vêtue d'une robe simple, le visage pâle. « Tu comprends la biologie mieux que la plupart des hommes ici. Tu sais que le hasard n'existe pas. Nous voulons un enfant libre. » Malik refusa de répondre. Elle s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Nous n'avons pas choisi de naître de la violence, mais nous pouvons choisir ce qui naîtra de nous. » Ce soir-là, il écrivit seulement « Elle a déjà décidé pour moi. » Les jours suivants furent flous. Les ouvriers racontèrent avoir vu Hélène traverser les vignes de nuit, pieds nus, la robe trempée de rosée. Juliette, elle, passait des heures enfermée dans le laboratoire, désormais rebaptisé salle de lecture. Au mur, les portraits de savants avaient disparu, remplacés par des icônes de Sainte Thérèse et des cartes du génome humain copiées à la main. Malik tenta de se convaincre qu'il pouvait encore partir, qu'il n'était qu'un témoin. Mais un matin de mars, Hélène s'évanouit dans la cour. Le médecin d'Oran diagnostiqua une grossesse de 2 mois. Juliette annonça la nouvelle comme un miracle. Les journaux la célébrèrent. La science du docteur de Montfaucon triomphe par le sang de ses filles. Seul Malik savait que le nom du père ne figurerait nulle part. Les semaines suivantes, la maison devint un sanctuaire. Juliette veillait sur sa sœur, notant chaque variation de pouls, chaque rêve, chaque mot murmuré en dormant. Malik servait de secrétaire, recopiant les observations qu'on lui dictait. Mais il découvrit un soir que Juliette, elle aussi, était enceinte. Les 2 jumelles à 3 semaines d'écart. Quand il osa demander comment cela était possible, Juliette répondit « Nous partageons tout, même la semence du secret. » Il ne sut jamais si elle parlait de lui ou d'un autre. En avril, les 2 fiancés officiels furent invités au domaine. Lucien Durand, l'homme d'Oran, avait les mains tremblantes et l'odeur du vin sur la bouche. Paul Roche, l'ex-capitaine, toussait sans cesse et parlait du Maroc comme d'un paradis perdu. Les dîners furent d'une froideur spectrale. Les sœurs jouaient leur rôle avec une perfection effrayante, distribuant des sourires comme des anesthésies. Malik observa comment elles guidaient la conversation, comment chaque compliment devenait une promesse implicite, comment les hommes finissaient par croire qu'ils étaient désirés. Le 3 mai 1933, les 2 contrats de mariage furent signés aux mairies du chef-lieu. Les témoins notèrent la beauté des jeunes femmes et la dignité des époux. Personne ne remarqua que les alliances n'étaient pas gravées. Les mariages célébrés, les sœurs rentrèrent au domaine et fermèrent la grille à double tour. On dit qu'à partir de ce jour, nul visiteur n'y entra plus. Malik, désormais seul homme autorisé dans la maison, écrivit « Je sens la frontière entre la raison et le délire se dissoudre. » Hélène passait des heures à parler à son ventre comme si elle dictait un message à un être déjà conscient.
Juliette lisait à voix haute des passages de Nietzsche sur la volonté. Le 14 juin, Malik découvrit qu'elles avaient réinstallé les anneaux de fer dans la cave, la même où leur père enchaînait ses sujets. Il voulut s'y opposer. Elles répondirent qu'elles ne comprendraient pas. « Cet endroit est notre mémoire, dit Juliette. C'est ici que nous transformerons la honte en savoir. » Peu après, un domestique disparut, un jeune homme kabyle nommé Youssef, employé au vignoble. On raconta qu'il s'était enfui vers la frontière marocaine, mais certains jurèrent avoir entendu ses cris la nuit où l'orage éclata sur Montfaucon. Malik interrogea Juliette. Elle resta impassible. Certains sacrifices sont nécessaires pour que la vérité respire. Hélène, de plus en plus faible, semblait tentée par le remords. Elle demandait à Malik de prier avec elle, de lire les versets du Coran que sa mère lui avait appris jadis. Juliette s'en moquait. Elle oublie que notre salut sera dans la science, pas dans le ciel. À la fin de l'été, les contractions d'Hélène commencèrent au milieu de la nuit. La sage-femme appelée Doran arriva trop tard. Malik fut témoin de la naissance, un enfant pâle, aux yeux d'ambre qui respira à peine avant de s'endormir sur la poitrine de sa mère. Juliette entra dans la chambre, posa la main sur le front de l'enfant et déclara « Il s'appellera Zahir ». Le lendemain, elle écrivit dans le grand registre « Né de la volonté de Montfaucon ». Hélène, épuisée, sombra dans un silence fiévreux. Malik, lui, sentait que la maison entière retenait son souffle. Dans la cave, les anneaux luisaient encore sous la lampe. 3 semaines plus tard, Juliette annonça que son propre enfant naîtrait bientôt. Alors tout sera accompli. Ce furent ses derniers mots calmes avant que la folie ne s'empare de Montfaucon. La chaleur d'août s'abattait sur la vallée quand Juliette sentit les premières douleurs. Une aurore rose où les oliviers semblaient transpirer de lumière. Malik fut réveillé par ses cris, étouffés mais répétés, et lorsqu'il accourut dans la chambre, il trouva Hélène assise au pied du lit, tenant la main de sa sœur comme une prêtresse officiant à un rite interdit. Le médecin Doran, prévenu trop tard, n'arriva qu'au crépuscule et nota sèchement « accouchement prématuré, complication probable ». Mais Juliette refusa l'aide. « Aucune main d'homme ne m'ouvrira », dit-elle. Elle mit au monde une fille, fine comme un oiseau, qui poussa un cri aigu avant de s'endormir contre la peau moite de sa mère. Hélène, blême, murmura « 2 enfants pour un seul serment ». Juliette baptisa la sienne Lila, la nuit en arabe, puis exigea qu'on scelle toutes les portes du rez-de-chaussée. Elle déclara que nul étranger ne devait plus pénétrer sur le domaine jusqu'à nouvel ordre. Les ouvriers reçurent des primes pour garder le silence, mais dès septembre, la rumeur courut dans les cafés d'Oran. Les sœurs de Montfaucon élevaient des bâtards et pratiquaient des expériences. Le préfet envoya un inspecteur, M. Delmas, homme méthodique et marié à la morale. Il arriva un matin salué par les cigales et par le regard glacial de Juliette. L'entretien dura 3 heures. Elle parla d'œnologie, de contes et de religion, si bien que Delmas repartit convaincu d'avoir affaire à 2 veuves trop cultivées pour leur époque. Pourtant Malik, caché derrière la véranda, vit Hélène trembler tout le long de la visite. Elle serrait contre elle le carnet où étaient consignés les poids, les couleurs d'yeux, les pulsations des nouveau-nés. Le soir, elle confia à Malik qu'elle voulait quitter Montfaucon. « Nous avons vaincu le testament, dit-elle, mais pas la malédiction. » Juliette, en revanche, semblait envahie par une énergie sombre. Elle passait des heures à comparer les mesures des enfants, à tracer des arbres généalogiques où les noms disparaissaient derrière des symboles. Un jour, elle annonça « Nous avons créé le futur. Il faut maintenant l'observer. » Hélène protesta, mais Juliette tenait déjà Lila dans ses bras, mesurant la longueur de ses doigts, notant la réaction à la lumière. Malik intervint, la suppliait d'arrêter. Elle le regarda avec ce sourire qui n'était ni haine ni amour. « Tu fais partie de l'expérience depuis le début, ne l'oublie pas. » Ce soir-là, il entra dans le laboratoire pour la première fois depuis la mort du docteur. L'air y sentait le chlore et la cire brûlée. Sur la table, des bocaux contenaient des fragments d'herbe, des brins de cheveux, des étiquettes datées. Au mur, les croix du père avaient été remplacées par des formules. Malik comprit que Juliette avait rouvert le cycle d'études de la pureté, non pour poursuivre la science paternelle, mais pour la retourner contre elle-même. « Si nos enfants survivent, ils seront le commencement d'un monde métissé, sans maître ni esclave, » expliqua-t-elle. Mais ses gestes trahissaient autre chose, la même obsession que son père,
le besoin de contrôler la vie jusqu'à la détruire. À la fin de septembre, Hélène tomba gravement malade. Fièvre, tremblements, hallucinations. Juliette parla d'une infection. Malik soupçonna un empoisonnement lent au mercure, issu des fioles qu'il avait achetées. Chaque nuit, il entendait la malade délirer. Elle parlait d'un enfant invisible qui l'appelait depuis le jardin, d'une lumière sous les oliviers. Quand Malik vut lui faire venir un médecin, Juliette l'empêcha. « Si elle guérit, elle me dénoncera. Si elle meurt, elle m'appartiendra enfin. » Ces mots le glacèrent. Il décida de sauver Hélène malgré tout. Avec l'aide d'une vieille nourrice, il lui fit avaler du lait et du miel, récita des sourates, priait en secret. Fin octobre, Hélène ouvrit les yeux, amaigrie mais lucide. Elle lui demanda d'emmener les enfants loin d'ici. « Promets-moi de les protéger de nous. » Avant qu'il ne réponde, Juliette entra, un flacon en main. « Tu parles trop, ma sœur. » Une lutte éclata, brève et silencieuse. Malik retint Juliette, le flacon se brasa, répandant une odeur d'amande amère. Quelques gouttes suffirent à brûler la peau de son poignet. De l'acide cyanhydrique. Hélène cria, Lila se mit à pleurer. Juliette s'enfuit dans la cave. Pendant 3 jours, elle n'en sortit pas. On entendait des pas, des chants, des bruits de chaînes. Le 4e matin, la porte fut ouverte. Elle avait creusé sous le mur, installant une sorte de sanctuaire d'où montait une fumée bleue. « Je parle avec père », déclara-t-elle, le regard vide. Malik la suppliait de quitter la maison. Hélène, terrorisée, prit les 2 enfants et tenta de fuir par la colline. Mais au crépuscule, la tempête éclata. Un éclair frappa l'olivier le plus ancien et la foudre mit le feu à la grange. En quelques minutes, le vent propagea les flammes jusqu'au bâtiment principal. Malik courut travers la fumée, cherchant les femmes, les nourrissons, les carnets. Il trouva Hélène au pied de l'escalier, inanimée, les bras vides. Les enfants avaient disparu. Juliette, debout sur la terrasse, riait dans le vacarme du feu. Le sang est purifié. Puis la toiture s'effondra. Le lendemain, les gendarmes ne retrouvèrent que 3 corps, méconnaissables, enchaînés dans la cave. Le rapport conclut à un accident domestique. Seul Malik survécut, brûlé à la main, interné quelque temps à l'hôpital d'Oran, déclaré fou. Dans son dernier carnet, sa phrase s'interrompt « Il respire encore sous les oliviers ». En janvier 1934, le domaine fut vendu à bas prix à une société viticole et le nom de Montfaucon disparut des registres. Mais selon les femmes du douar, certaines nuits d'hiver, on entend sous la terre rouge des rires d'enfants mêlés au grondement des racines. Ce fut la fin officielle de l'affaire et le début du silence. Lorsque les flammes eurent cessé de danser sur les collines de Tlemcen, au matin du 18 novembre 1933, le domaine de Montfaucon n'était plus qu'un squelette calciné dressé contre un ciel sans nuages. Les gendarmes, envoyés de la sous-préfecture d'Oran, décrivirent une scène d'effroyable destruction. Le rapport officiel, rédigé hâtivement, conclut à un accident domestique, une lampe à pétrole renversée par le vent du désert. Pourtant, parmi les décombres, on retrouva 3 corps enchaînés à des anneaux de fer incrustés dans la cave et un 4e fragment osseux que le docteur Lemoine, médecin légiste, identifia comme appartenant à un nourrisson. On lui ordonna de garder le silence. Les autorités coloniales craignaient que l'affaire ne compromette l'image de la France civilisatrice. Le dossier fut classé confidentiel, les restes ensevelis à la hâte sous un monticule de chaux vive. Le même jour, à l'hôpital d'Oran, Malik Ben Saïd, le seul survivant connu de la tragédie, délirait. Il répétait des phrases incohérentes. « Elles n'ont pas brûlé pour mourir, elles ont ouvert la porte. » Les médecins diagnostiquèrent une psychose traumatique et recommandèrent son transfert à Blida. Mais, au bout de 3 semaines, il s'échappa. On ne le revit plus dans la région avant 2 ans. Pendant ce temps, le domaine passa entre les mains de la société viticole, la Vigneronne française, qui promit de restaurer la propriété et d'y bâtir une cave moderne. Les ouvriers indigènes refusèrent d'y travailler. Ils disaient entendre la nuit le cri d'un enfant et le martèlement de chaînes sous la terre. Un prêtre vint bénir les ruines, un imam récitait des versets, rien n'y fit. La terre semblait exhaler une odeur de mercure et de jasmin à chaque pluie. En janvier 1934, un journaliste de La Dépêche d'Oran, Pierre Lavigne,
publia un article intitulé « Les sorcières de Tlemcen, autopsie d'un mythe colonial ». Il affirma tenir ces informations d'un témoin indigène ayant servi la famille. Il décrivait 2 jumelles obsédées par la science, cherchant à engendrer l'enfant parfait grâce à des expériences interdites. L'article fit scandale, fut reproduit à Paris par Le Matin, puis interdit de diffusion. Le préfet accusa Lavigne de propager des rumeurs nuisibles à la colonie. Il perdit son poste. 2 mois plus tard, on le retrouva mort dans sa chambre d'hôtel, asphyxié par une fuite de gaz. L'enquête conclut à un suicide, mais sur son bureau, on découvrit un carnet noir contenant des notes signées MBS, des relevés biologiques, des formules et surtout des descriptions de tortures infligées dans la cave de Montfaucon. Le carnet disparut dans les scellés judiciaires sans jamais réapparaître. Certains disent qu'il fut expédié à Alger, d'autres qu'il brûla dans le coffre d'un gendarme corrompu. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 1935, le nom de Montfaucon disparut des journaux. Le domaine resta abandonné, envahi d'herbe, jusqu'à ce qu'un ingénieur viticole, Antoine Morel, soit envoyé pour expertiser les vignes desséchées. En creusant près de l'ancienne cave, il découvrit une porte murée. Derrière, une petite pièce, au sol, 3 chaises métalliques soudées par la rouille, une lampe brisée, un bocal de verre contenant 2 empreintes de mains d'enfants. Morel remit tout au commissaire Doran, mais garda par prudence une copie de quelques pages de carnet. Ce qu'il lut le hanta. Des notations précises sur la génétique, des références à Mendel et à Gobineau, mêlées à des prières en arabe et des calculs d'ovulation. Une phrase revenait « Le feu purifiera la chair et la fera renaître dans l'égalité ». En lisant cela, il comprit que les sœurs n'avaient pas voulu se suicider, elles avaient orchestré leur disparition comme une dernière expérience, une fusion du mythe et du sang. L'administration referma le dossier. Morel fut muté à Constantine. On lui conseilla d'oublier. Mais l'histoire, elle, ne s'éteignit pas. En 1937, Malik réapparut à Alger. Amaigri, les yeux brûlants, il vendait des traductions de poèmes arabes sur le port. Il raconta à un jeune avocat, Georges Clerc, qu'il gardait les preuves de ce que la France a voulu cacher. Selon Clerc, il transportait toujours sur lui une photographie floue montrant 2 femmes et 2 nourrissons. Puis, en 1938, Malik disparut définitivement. On parla d'un départ clandestin vers Marseille. D'autres prétendirent qu'il avait été abattu par la police secrète. Les années passèrent. La guerre, la défaite, la libération effacèrent tout. Le domaine devint propriété de l'État. Les ruines furent nivelées, et en 1952, on construisit dessus une coopérative agricole. Mais chaque vendange connaissait un accident. Un ouvrier brûlé, un enfant disparu, des bouteilles éclatant sans raison. Les anciens disaient que la terre se souvenait du feu. En 1956, au plus fort de la guerre d'Algérie, le fils d'Antoine Morel retrouva les copies du carnet dans une malle. Il tenta de les faire publier à Paris sous le titre « Les jumelles du feu ». L'éditeur refusa, craignant la censure militaire. Le manuscrit fut déposé aux archives de la Sorbonne, où il dormit jusqu'en 1968. Cette année-là, des historiens dirigés par le professeur René Vautrin rouvrirent le dossier. Ils confrontèrent les notes de Morel aux archives coloniales d'Oran. Ils découvrirent que 2 femmes, Hélène et Juliette de Montfaucon, avaient bien existé. Nées en 1902, filles naturelles d'Auguste de Montfaucon et d'une indigène kabyle, Zora Ben Aïcha, leurs actes de naissance portaient la mention « domestique ». Aucun mariage ni décès enregistré. En revanche, 2 enfants apparaissaient sur les registres d'Oran. Lila Roche, née 1933, et Zahir Benaïd, né 1933, orphelins confiés à des familles différentes. Tout indiquait que les nourrissons avaient survécu à l'incendie. Vautrin retrouva Lila Roche à Marseille, institutrice de 35 ans. Interrogée, elle parla d'une enfance étrange. Dans une maison, une femme voilée venait parfois la voir la nuit pour lui murmurer « N'oublie pas le feu, il t'a créé ».
Elle montrait une médaille en argent gravée d'un symbole, 2 cercles entrelacés et la lettre M. Quant à Zahir, localisé à Alger, il travaillait pour la presse étrangère. Il refusa toute interview. Dans une lettre anonyme adressée à Vautrin, il écrivit « Je suis la preuve que le crime de Montfaucon n'était pas une fin, mais un commencement. » Les chercheurs publièrent leurs conclusions dans une revue universitaire, provoquant un scandale discret. Certains y virent la métaphore d'une France malade de ses hiérarchies raciales, d'autres, une simple légende noire. L'administration démentit toute expérience eugénique. Mais 1 an plus tard, une boîte anonyme fut livrée à la Sorbonne. À l'intérieur, un film en 16 mm montrant des images du domaine avant l'incendie. 2 femmes jumelles, un homme à la peau mate, un enfant qui marche entre eux. Le film se terminait par un plan fixe sur la cave, porte ouverte, et une phrase écrite à la craie. « La science n'efface pas la faute, elle l'aggrave. » L'origine de la pellicule resta inconnue. On l'analysa, datée de 1933, authentique. Le ministère fit saisir la bobine. Elle n'en reparut plus jamais. En 1970, René Vautrin mourut dans un accident de voiture sur la route d'Alger, son coffre vide. Depuis, le dossier dort dans un placard sans cote. Pourtant, ceux qui ont visité les ruines jurent que certaines nuits, sous la lune, on entend encore un piano, 2 voix de femmes et le rire étouffé d'un enfant. Les cendres de Montfaucon, dit-on, ne se sont jamais vraiment éteintes. Elles changent de forme, se mêlent à la poussière du vent, attendent qu'un autre chercheur, un autre fou, rouvre la porte et comprenne enfin que le feu à Montfaucon n'était pas une fin, mais une naissance. Paris, hiver 1968. La neige tombait sur les toits du quartier latin et dans les couloirs de la Sorbonne, entre 2 assemblées étudiantes, un jeune historien nommé Paul Vautrin classait les papiers de son père mort 2 ans plus tôt. Parmi les dossiers jaunis, il trouva une enveloppe scellée portant la mention manuscrite « À ouvrir seulement si le feu revient ». À l'intérieur, un petit rouleau de pellicule 16 mm, un fragment de lettre et une coupure de presse d'Oran datant de 1933. Sur la lettre, l'écriture reconnaissable de René Vautrin. « Si tu lis ceci, c'est que la vérité me poursuit encore. Ils ne sont pas morts. Les enfants ont grandi. Et quelqu'un veille toujours. » Intrigué, Paul fit projeter la pellicule dans une salle de projection du boulevard Saint-Michel. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. 2 femmes jumelles vêtues de blanc, une maison blanche entourée d'oliviers, un homme à la peau mate tenant la main d'un garçon et une voix féminine qui murmurait en arabe « El nar iya el hayat » le feu, c'est la vie. Le film s'interrompait brutalement sur un fond du noir. Paul, bouleversé, décida de reprendre l'enquête de son père. Il consulta les archives coloniales à Aix-en-Provence, fouilla les registres d'Oran, lut les rapports médicaux de 1933. Partout, les mêmes omissions, les mêmes silences. Puis un jour de mars 1969, il reçut une lettre sans expéditeur, postée d'Alger. « Je suis Lila. Je sais ce que mon sang cache. Si vous voulez comprendre, venez à Marseille. » La lettre était signée d'un simple symbole, 2 cercles entrelacés et la lettre M. Paul prit le train le lendemain. À Marseille, il la rencontra dans un petit appartement du quartier du Panier. Elle avait 36 ans, un visage marqué, des yeux d'un vert doré qui semblait traverser le temps. Sur la table, un dossier dactylographié, les expériences de Montfaucon, 1932-1933. Lila lui expliqua qu'elle avait longtemps cru être orphelin recueilli par un couple français, jusqu'à ce qu'un homme âgé, qu'elle nommait l'Arabe aux mains brûlées, vienne la voir à l'âge de 10 ans. Il lui avait laissé un petit médaillon contenant une mèche de cheveux et un billet « Tu es né du feu, souviens-toi ». Depuis, elle cherchait la vérité. En 1965, elle avait retrouvé la trace d'un homme vivant à Alger sous le nom de Zahir Ben Saïd, traducteur pour une agence de presse. Elle était convaincue qu'il était son frère. Paul, fasciné, décida de l'accompagner en Algérie pour le retrouver. En mai 1969, ils arrivèrent à Alger sous une pluie rouge de poussière du désert. Zahir les reçut dans un appartement austère, rempli de livres et de coupures de journaux. Grand, le regard sombre, il parla avec calme. « Vous cherchez la vérité sur Montfaucon. Moi, je vis dedans depuis toujours.
Il leur montra une photographie ancienne retrouvée dans les archives du port. 2 nourrissons enveloppés dans des couvertures datées du 17 novembre 1933, la veille de l'incendie. Au verso, un mot « sauve-les ». Zahir affirma qu'un homme nommé Malik les avait conduits en secret jusqu'à Oran avant de disparaître. « Il m'a élevé pendant 3 ans, puis il est parti vers la mer. » Lila, en l'écoutant, sentit le sol se dérober. Tout s'emboîtait. Malik, leur sauveur, leur père de substitution, le témoin de l'horreur. Mais une question restait. Qui avait déclenché l'incendie? Zahir sortit un carnet noir, usé par le temps. À l'intérieur, des pages d'une écriture féminine. Hélène parle au feu, Juliette parle au sang. Moi, je ne suis que la cendre entre elle et Juliette. C'était le journal d'Hélène. Les dernières lignes dataient de la veille du drame. Si demain le feu nous prend, qu'il nous délivre du père et de la fille qu'il a créés en nous. Paul comprit que Juliette avait provoqué l'incendie volontairement dans une sorte de rituel de purification. Mais un détail troubla tout. La mention d'une 3e flamme, un être sans nom restait dans la cave. Zahir pensa qu'il s'agissait de Malik, mais Lila affirmait avoir rêvé d'une autre femme, semblable à leur mère, qui chantait parmi les oliviers. Les nuits suivantes, ils écoutèrent ensemble l'enregistrement audio retrouvé dans les archives de la Sorbonne, la voix du professeur René Vautrin, lisant un extrait du carnet de Morel. On y entendait distinctement un murmure à la fin du film. « Le feu ne tue pas, il transmet ». Ces mots devinrent une obsession. En août 1969, ils se rendirent sur le site des anciennes ruines de Montfaucon, près de Tlemcen. La coopérative viticole, abandonnée après la guerre, n'était plus qu'un champ d'herbe haute. Sous la terre, ils découvrirent un mur ancien et derrière, une cavité scellée. En creusant, Zahir mit au jour une boîte métallique contenant des fioles de verre, un carnet et un fragment d'os. Sur le couvercle, une inscription gravée « Expérience numéro 7, fusion ». Le carnet décrivait des essais sur le sang, la température du corps et la résistance à la chaleur. La dernière page portait une phrase « L'enfant survivra si le feu reconnaît son origine ». Lila, tremblante, reconnut l'écriture de Juliette. Paul nota tout, prit des photos. Mais cette nuit-là, un orage violent éclata et la foudre frappa le terrain, mettant le feu aux broussailles comme 40 ans plus tôt. Le lendemain, la boîte avait disparu. Les autorités locales les interdirent de fouiller davantage. Quelques jours après, Zahir fut retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel, victime d'un empoisonnement au mercure. Il survit, mais perdit l'usage de la parole. Lila comprit qu'ils avaient réveillé quelque chose qu'on voulait laisser enfoui. Elle rentra à Marseille, écrivit un manuscrit intitulé « Les héritiers du feu », mêlant les journaux de famille, les lettres de Malik et les découvertes de Paul. Le livre, refusé par les éditeurs, circula sous forme de copies dactylographiées dans les milieux universitaires. Certains y virent une dénonciation du racisme scientifique, d'autres une fiction mystique. En 1972, un éditeur clandestin en publia 100 exemplaires anonymes. L'ouvrage fut saisi pour offense à la mémoire coloniale. Paul, découragé, abandonna la recherche. Lila, quant à elle, continua seule. Elle voyagea en Kabylie, interrogea des vieillards qui se souvenaient d'une femme française aux yeux d'or, la fille du docteur qui parlait au djinn. L'un d'eux lui remit un bijou ancien, retrouvé dans les décombres d'une bargne, un pendentif en cuivre gravé du symbole des 2 cercles entrelacés. À l'intérieur, un fragment de mèche brûlée. « C'est le cœur du feu », dit-il. Elle garda le bijou jusqu'à sa mort. En 1975, Lila mourut d'une maladie du sang que les médecins ne purent identifier. Paul assista à son enterrement à Marseille. Dans ses affaires, il trouva une enveloppe adressée au celui qui ouvrira encore la porte. À l'intérieur, une cassette audio. La voix de Lila y murmurait « Le feu dort dans les veines, il attend qu'on l'appelle par son vrai nom ». La bande s'interrompait sur un bruit de respiration. Puis, un souffle. Paul comprit que tout recommençait. Quelques mois plus tard, il fit don des archives complètes à la Bibliothèque nationale. Le dossier, classé fonds Montfaucon, porte aujourd'hui la mention « accès restreint ». Mais selon certaines rumeurs, une chercheuse aurait récemment demandé à le consulter pour une thèse sur la mémoire coloniale et la génétique. Son nom, Marianne Vautrin, fille de Paul. Née en 1976, année où la cassette de Lila fut déposée dans les archives. Certains disent qu'elle a les yeux d'un ver doré et qu'elle rêve souvent d'une maison blanche au milieu des oliviers en feu. D'autres assurent qu'elle entend la nuit un murmure d'enfant féminin lui murmurer « Le feu ne tue pas, il se souvient ».
Et peut-être est-il vrai parce que toute l'histoire de Montfaucon, depuis le jour où un homme de science vut usurer la pureté du sang, à celui où une femme osa le défier, n'est plus qu'un cercle infini, celui du feu qui traverse les générations, portant avec lui la mémoire d'une faute que ni le temps, ni la raison ne peuvent effacer. Flamme dansante autour d'un olivier, et d'une voix féminine qui lui murmurait en arabe « El nar matamouch » le feu ne meurt jamais. Docteur en anthropologie, spécialiste de la mémoire coloniale, elle avait obtenu l'autorisation exceptionnelle de consulter les archives interdites. Dans la boîte numéro 7, elle découvrit un carnet relié de cuir, daté de 1933. Expérience numéro 7, fusion. Les pages décrivaient des mesures physiologiques, mais aussi des phrases écrites dans un langage mêlé de français et d'arabe. Des prières, des équations, des fragments de rêves. En bas d'une page, 3 initiales, H, J, M. Elle comprit Hélène, Juliette, Malik. Plus loin, un mot isolé, transmission. Marianne sentit son cœur battre trop fort. Elle s'aperçut que certaines formules ressemblaient à des codes génétiques avant la lettre, des suites de lettres A, T, G, C, alignées sans signification apparente. Or, en 2007, ces lettres formaient la grammaire de la biologie moléculaire. Comment, en 1933, quelqu'un aurait-il pu les écrire? Elle photographia les pages, les fit analyser par un collègue du CNRS. Les résultats, reçus 3 semaines plus tard, la laissèrent sans voix. Les séquences correspondaient partiellement à un fragment d'ADN mitochondrial humain, celui-là même qu'on utilisait pour retracer les lignées maternelles. Une correspondance parfaite avec son propre échantillon pris lors d'un test de routine. Marianne comprit alors que son sang portait la trace directe de Montfaucon. Les jumelles, ou leurs enfants, étaient ses ancêtres. Elle décida de partir en Algérie. En décembre, elle atterrit à Oran, puis prit la route de Tlemcen. Les collines étaient nues, mais le vent avait la même odeur de jasmin et de fer que dans les récits de son père. Guidée par un vieil homme du douar, elle atteignit un champ d'oliviers tordus, là où se dressait autrefois la Maison Blanche. Il ne restait qu'un puits, scellé par une dalle de béton. L'homme lui raconta qu'on évitait ce lieu. Les animaux refusaient d'y boire, et certaines nuits on voyait une lueur bleue sortir du sol. Marianne, fascinée, demanda la permission de creuser. Le vieil homme refusa. « Sous cette terre, madame, il y a des noms que Dieu seul peut prononcer. » Elle revint seule la nuit suivante. À la lueur d'une lampe frontale, elle dégagea la pierre, découvrit un passage étroit descendant vers une salle souterraine. Au centre, 3 anneaux de fer rongés par la rouille, une table de pierre, et sur le mur, gravé à la main, « La science n'efface pas la faute, elle la transmet. » Elle posa la main sur l'inscription. La pierre était tiède, comme si le feu respirait encore dessous. Elle sortit un petit prélèvement de sol, referma le puits et retourna à Alger. Au laboratoire, l'échantillon révéla une concentration anormale de mercure et de traces biologiques intactes. Les analyses indiquaient la présence d'un ADN féminin identique au sien à 99,8%. Impossible, conclurent les chercheurs, sauf en cas de clonage. Marianne ne parla pas. Elle savait. Le lendemain, elle reçut un courriel anonyme. « Tu n'es pas la première à chercher. Le feu t'a choisi. Reviens au domaine avant le solstice. » Aucun expéditeur, aucune signature. Pourtant, le message semblait écrit dans la même encre sépia que le carnet de 1933. Malgré la peur, elle obéit. La nuit du 21 décembre, elle retourna sur le site. Le vent soufflait si fort qu'il effaçait ses pas. Près du puits, une silhouette l'attendait. Une femme vêtue de blanc, les cheveux d'un blond presque gris, les yeux d'un vert doré. « Tu portes notre mémoire, » dit-elle. Marianne voulut parler, mais la femme leva la main. « Le feu n'est pas une punition. C'est la forme que prend la vérité quand elle veut se montrer. » Puis, la lumière s'éteignit. Le lendemain, on retrouva la tente de Marianne vide, son ordinateur encore ouvert sur un document intitulé « Transmission finale ». À l'intérieur, une phrase unique. « Le feu m'a reconnu ». Officiellement, elle disparut dans le désert, emportée par une tempête.
Mais 3 semaines plus tard, les satellites de surveillance captèrent dans la vallée de Tlemcen une lueur circulaire visible depuis l'espace. Un incendie sans source, brûlant au centre d'un périmètre exact de 23 mètres. Le phénomène dura 17 minutes. Aucun arbre ne fut détruit. Les scientifiques parlèrent d'un mirage magnétique, d'une illusion optique. Les habitants, eux, dirent simplement « Les filles de Montfaucon sont revenues ». En 2009, un chercheur algérien du nom de Nadir Saïd, travaillant sur la biogénétique des populations méditerranéennes, découvrit dans une base de données un profil d'ADN anonyme, enregistré à Paris sous la mention « Projet MF07 ». Ce code correspondait presque exactement à celui de plusieurs familles vivant dans la région d'Oran. Le chercheur tenta de contacter le laboratoire français. On lui répondit que le fichier n'existait pas. Peu après, il reçut un colis sans adresse, un disque dur et une note. « Si tu veux comprendre, écoute les battements ». Sur le disque, des enregistrements sonores de basse fréquence, le bruit du vent, interrompu par un son rythmique semblable à un chœur. Analysé, le signal révéla une modulation répétant les 4 lettres A, T, G, C à intervalles réguliers, comme si le feu lui-même codait un message génétique. La rumeur s'étendit. Certains prétendaient que le feu de Montfaucon était une forme d'énergie inconnue, d'autres y voyaient la vengeance des morts. En 2011, une équipe de documentaristes tenta de tourner un film sur l'affaire. Le projet s'interrompit brusquement après un incendie inexpliqué dans leur studio de Marseille. Depuis, les images de la pellicule retrouvée par René Vautrin circulent clandestinement sur Internet, montées avec la voix de Lila Roche et les photos de Marianne. Elles forment un film d'1 heure, titré « Les Sœurs de Montfaucon, le dernier feu ». Nul ne sait qui l'a produit. Ceux qui l'ont vu parlent d'une scène finale où une femme aux yeux d'or, debout dans une mer d'olivier en flammes, regarde la caméra et murmure « Nous ne sommes pas vous fantômes, nous sommes vos mères ». Puis l'image se brouille et le film s'arrête. Aujourd'hui encore, le domaine n'apparaît sur aucune carte officielle. Les drones survolent la zone, mais enregistrent des interférences. Dans certaines nuits d'orage, les habitants aperçoivent une lueur qui se reflète sur les collines, un cercle de feu parfait. Les scientifiques parlent de combustion de gaz naturel. Les poètes évoquent la mémoire du sang. Peut-être ont-ils tous raison. Car le feu à Montfaucon n'a jamais été un châtiment. Il est la continuité. L'expérience commencée en 1932 par un médecin colonial obsédé par la pureté du monde s'est transformée en légende, puis en héritage. Et dans ce cercle sans fin, où les dors se mêlent aux vivants, la voix des jumelles chuchote encore « Le feu ne tue pas, il se souvient ».